Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise au programme. Aujourd'hui, Bien dans son job, on s'intéresse à la QVT, un acronyme qui veut dire qualité de vie au travail. Et on va en parler dans le mode hybride, c'est-à-dire quand on est au travail et quand on est chez soi. Tout cela dans la même semaine, c'est un défi pour les DRH. On en parle avec Fabienne Boucaré, rédactrice en chef de My Happy Job by Moodwork. Elle est notre invitée. La pause café avec Fanny Griesmer. Comme chaque jeudi, le retard au travail, c'est un sujet souvent sensible. Et être à l'heure, comme disait le général de Gaulle, c'est déjà être en retard. Tout un programme, ce sera la pause café. Le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse. Alors là, on va quitter les villes, on va partir à la campagne, dans les champs, à la rencontre des néo-ruraux, des cadres, souvent des commerciaux, des ingénieurs, qui ont troqué le costume pour le bleu de travail et le tracteur. On en parle avec nos invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on reste sur la reconversion, mais cette fois-ci dans l'immobilier. C'est un secteur extrêmement attractif et on en parle avec Dominique de Saint-Laurent, qui est la fondatrice de WeLoge, qui propose un package global. On en parlera avec elle à la fin de notre émission. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job quand on est en hybride. Les accords télétravail vous permettent de travailler à la fois chez vous, mais aussi en entreprise. Et ça change évidemment ce rapport au travail. On en parle avec Fabienne Boucaré. Bonjour Fabienne. Bonjour. Merci de revenir nous voir. Vous êtes déjà venue il y a quelques mois, la saison précédente, rédactrice en chef de My Happy Job. Alors la dernière fois, je vous ai appelé rédactrice en chef de My Happy Job. Puis là, on a rajouté by Moodwork parce que vous venez d'être absorbé par une grosse start-up. Exactement. On a rejoint une super start-up qui s'appelle Moodwork et qui est spécialisée aussi dans la qualité de vie au travail et la santé mentale. Et du coup, My Happy Job est le volet média de Moodwork qui intervient en entreprise pour aider les salariés à se sentir mieux au travail au quotidien. Volet média, c'est-à-dire des articles, on va en parler, mais aussi des podcasts. Exactement. On fait pas mal de contenu et on envoie une newsletter tous les mardis matins. Donc si vous voulez nous rejoindre et nous suivre pour suivre toute l'actualité sur la qualité de vie au travail, rendez-vous sur myhappyjob.fr. Vous avez choisi le mardi et pas le lundi. Voilà. C'est un peu un jour de rush le lundi, alors on laisse les gens souffler. Et on attend mardi matin. On attend vos infos le mardi. On parle aujourd'hui de cette QVT. Alors la QVT, c'est un terme qui est utilisé depuis des années, la qualité de vie au travail. C'est un sujet évidemment important pour les DRH, mais vous avez choisi d'en parler aujourd'hui sous l'angle du modèle hybride. Pourquoi c'est plus compliqué de gérer la qualité de vie au travail lorsqu'on est un pied chez soi et un pied dans l'entreprise ? Exactement, parce qu'en fait, si on revient à janvier-février 2020, on parlait beaucoup de la qualité de vie au travail au bureau et on s'intéressait peu à ce qui se passait chez les salariés quand ils étaient en télétravail, pour ceux qui y étaient. Et la crise a changé. De facto, on a été tous en télétravail de manière prolongée et contrainte. Et donc aujourd'hui, on est dans un nouveau modèle avec, selon les entreprises, 1 jour, 2 jours ou 3 jours de télétravail. Et du coup, on doit s'intéresser à comment vont les salariés, à la fois quand ils sont au bureau et quand ils sont chez eux. Et du coup, ce travail à distance complexifie un petit peu la donne, notamment pour les managers, pour bien organiser les semaines, les journées de travail, et aussi pour les salariés pour trouver le bon rythme et le bon équilibre. Alors, vous dites, d'ailleurs, ça m'a surpris que finalement le modèle hybride était bon pour la qualité de vie au travail. Expliquez-moi, pourquoi c'est bon ? Moi, spontanément, je me serais dit que c'était plus compliqué. En fait, ce qui est chouette, c'est quand on arrive à tirer le meilleur de la vie de bureau, c'est-à-dire on est content de revoir ses collègues, de déjeuner ensemble, de passer du bon temps, tout cet aspect convivial et informel qui nous a aussi manqué. On brainstorm mieux, on est plus créatif quand on se voit. Donc ça a du bon, mais d'un autre côté, quand on est en télétravail, on est très content de ne pas avoir des temps de transport, de ne pas être dérangé non-stop. On peut peut-être finir plus tôt ou aller caler une séance de sport dans la journée, donc on y gagne aussi. Donc en fait, quand on arrive à trouver ce fameux bon équilibre, je trouve on tire le meilleur à la fois de la vie de bureau et du télétravail. Vous donnez des conseils à travers le média My Happy Job. La sensation que vous avez, c'est que les entreprises se sont pliées par la force des choses à ce nouveau modèle, que c'est encore compliqué à mettre en place. Il y a des résistances. On parlera des salariés et de leur santé mentale, mais il y a des résistances côté entreprise encore ? Alors je dirais qu'il y a déjà un grand pas qui a été fait, c'est-à-dire que maintenant ça devient, en tout cas dans beaucoup d'entreprises, la norme avec ce qui varie, c'est le nombre de jours de télétravail par semaine, comment on organise ce télétravail. Maintenant, oui, il y a encore des entreprises qui ont décidé de revenir comme avant et d'avoir très peu de télétravail, mais je pense qu'il y a une telle volonté des salariés aujourd'hui de pouvoir télétravailler quand c'est possible, que du coup, ces entreprises risquent de perdre pas mal de leurs salariés parce que les salariés vont vouloir aspirer à un meilleur équilibre de vie pro-perso et le télétravail maintenant fait partie un petit peu du package demandé par les salariés. Alors, passons côté salarié, au-delà des réticences, comment ils le vivent ce modèle hybride ?
Covid et comment ils envisagent leur qualité de vie au travail. Est-ce qu'ils ont des revendications? Parce que l'entreprise peut dire, après tout, quand vous êtes sur site, on fait tout pour vous faciliter la tâche, d'avoir des espaces de réunion conviviaux, on refait les locaux. Mais quand vous êtes chez vous, après tout, prenez en main votre vie et votre qualité de vie au travail. Moi, Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est une période qui est vraiment en pleine expérimentation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une recette miracle et il n'y a pas, même pour les salariés, quelqu'un qui a trouvé la solution qui conviendrait à tout le monde. Pas à pas, on avance. Quoi. Exactement. On teste, on essaye, on voit ce qui marche. Et par contre, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises proposent des kits de télétravail à leurs salariés, certains dédommagent pour les journées de télétravail. Donc, il y a quand même une prise en compte réelle parce que quand on parle de sédentarité, de troubles musculo-squelettiques, ils ne s'arrêtent pas à la porte du bureau et ils s'invitent aussi chez soi si on reste mal assis ou en tout cas si on n'a pas forcément les bonnes habitudes. Fabienne, vous n'êtes pas juriste, mais cette question est posée. C'est-à-dire que le droit, lorsqu'on est en télétravail, s'applique aussi pour le salarié à son domicile. On est d'accord. Si vous avez un accident du travail chez vous, c'est pendant une journée de travail. Donc, du coup, c'est considéré comme un accident de travail parce que vous êtes sur un lieu considéré par votre entreprise comme un lieu de travail. Même quand on va à la salle de sport. Grand débat. Le débat est posé. Les salariés doivent vous dire, mais s'il m'arrive quelque chose dans cet interstice qui est mon travail et mes loisirs... À voir après, en effet, si c'est sur le temps de loisir, le temps de pause. Et du coup, mais en tout cas, quand on est chez soi, si en allant répondre au téléphone, vous faites mal, et du coup, oui, c'est considéré comme un accident de travail. C'est assez rare de se faire mal au téléphone. La cheville, c'est jamais. Exactement. On bute, on ne voit pas où on marche et on s'écrase sur le jouet d'un de ses enfants. C'est un accident du travail. Sur la santé mentale des salariés, comment ça se gère? Parce qu'il y avait des salariés qui étaient très heureux d'être dans le télétravail pour les raisons que vous évoquiez, le transport, les déplacements, le bien-être. Et puis il y en a d'autres qui l'ont vécu vraiment, qui ont souffert en télétravail. Là, l'entreprise doit aussi les prendre en charge, cela. Exactement. En fait, ce qui est très important, je trouve, avec la crise, c'est qu'on a vu différentes réalités. On a vu des gens qui se sentaient isolés en télétravail. Donc, de facto, de revenir au bureau, ça va les aider, du coup, à rompre ce sentiment d'isolement. Et des personnes qui se sont surinvesties. Pour vous donner un seul chiffre, on estime aujourd'hui qu'il y a 2,5 millions de salariés qui sont en burn-out. C'est énorme. C'est 2 à 3 fois plus qu'en mai 2020. En burn-out. En burn-out. Donc on a aujourd'hui des gens qui sont épuisés, fatigués. Une population très à risque, par exemple, c'est les managers qui aujourd'hui sont beaucoup plus fatigués qu'il y a un an et demi. Et en effet, la santé mentale est un enjeu réel aujourd'hui pour les entreprises. Et je trouve que la crise, paradoxalement, a eu de bon, c'est qu'on parle plus de ces sujets-là. Et la santé mentale n'est plus tabou. On en parle comme de la santé physique et on comprend que le bien-être, c'est les deux à la fois et c'est pas seulement que la santé physique. Les managers sont à bout. On le voit dans l'actualité depuis quelques jours. On voit que les soignants, les médecins sont au bout du rouleau avec des démissions, des hôpitaux publics. Ce sont aussi des managers, en quelque sorte. Le rôle des managers, quel conseil vous leur donnez à travers votre webzine et vos podcasts? Qu'est-ce que vous leur dites à ces managers? Parce qu'eux aussi doivent s'adapter. Ils apprennent en marchant, là. Exactement. Comme ils l'ont fait pour le télétravail contraint qui a été très soudain, c'est un peu la même période pour eux, c'est-à-dire on expérimente. Donc déjà, le premier conseil, c'est de prendre soin d'eux parce que pour pouvoir prendre soin de son équipe et donner l'envie, la motivation, c'est aussi de penser à soi. Donc les temps de pause, se ménager, ne pas se surinvestir et se surengager. On reste tous humains et humaines, donc il faut avoir ça en tête. Et ensuite, c'est d'écouter leur équipe, de voir les besoins pour réussir à composer et prendre à la fois la dimension collective de l'entreprise, l'accord par exemple télétravail qui a été posé, et ensuite de trouver les aménagements, les ajustements nécessaires au sein de l'équipe. Pour les cadres, les salariés qui sont partis vivre à Nantes, à Angoulême et j'en passe, toutes ces villes attractives, qui se retrouvent de facto être obligés de faire du télétravail et ne venant à Paris ou dans leur siège que 2 jours. Comment ça se passe là dans l'entreprise? Là aussi, vous avez des conseils pratiques? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit, écoutez, vous avez voulu partir, il faut que vous soyez au bureau lundi à 8h et vous vous débrouillez. Ça s'est assoupli ou on a encore des tensions sur ce sujet? Je pense que ça s'est assoupli dans le sens où maintenant on essaye d'avoir un jour minimum et les entreprises se mettent d'accord. Pour certains, ça va être le mardi, tout le monde est au bureau et que vous soyez en effet à Nantes, Marseille ou Paris, tout le monde est là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut bien travailler aussi en étant à distance. Et donc, s'il y a les outils, les canaux de communication, si le lien n'est pas rompu quand vous êtes à Nantes et que les autres sont à Paris, vous pouvez très bien travailler. Et par contre, quand vous êtes au bureau, vous prévoyez beaucoup de temps d'échange pour du coup voir vos collègues et votre manager. Et pour vous, qui êtes rédactrice en chef de My Happy Job, My Woodwork, il ne faut pas les oublier, c'est quand même passionnant ce que vous vivez là, ce champ d'investigation, de réflexion.
c'est du jamais vu, ça, dans l'histoire des RH. Exactement, et puis c'est passionnant parce que en fait, c'est une expérimentation, je trouve, permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle qui se dessine. Dans 3 mois, on aura peut-être découvert d'autres choses sur le modèle hybride. Et il y a plein de nouveaux modèles qui ont émergé avec la crise. Et ce qui est très intéressant, c'est par exemple quand on regarde la question du télétravail. En 2017-2018, on faisait des articles sur les bonnes raisons de télétravailler. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu et on cherche plutôt le bon équilibre, comment faire. Donc on voit que tout ça bouge et en effet, c'est passionnant. Enfin, une chose est sûre, c'est qu'à travers l'expérience Covid, le full remote, c'est-à-dire le 100% télétravail, la plupart des salariés, je dis bien des salariés, en sont revenus. Quand on regarde les études, en effet, très peu de salariés. Il y a moins de 5% qui veulent soit le tout bureau, soit le tout télétravail. On voit que la grande majorité, à peu près 80-90% des gens veulent 1, 2 ou 3 jours de télétravail. Et je pense que ça demande une certaine culture d'entreprise. Et les entreprises qui réussissent en full remote, c'est peut-être les entreprises qui font ça depuis très longtemps et du coup ont des process et une manière de manager différente par rapport à une entreprise société plus du numérique, société informatique qui, elle, était déjà prête par la distance de leurs collaborateurs. Merci Fabienne Boucaré d'être venue sur notre plateau, rédactrice en chef de My Happy Job by Moodwork. C'est le mardi vers 7h. 7-8h, exactement. 7-8h. Quand vous êtes au petit-déj, vous avez le webzine, vous avez toutes les informations qui ont été faites donc, toute la semaine, j'imagine, et qui vont venir vous éclairer, notamment, parce que j'imagine que mardi prochain, vous allez nous proposer des papiers sur la qualité de vie au travail. Exactement. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur les bureaux sources d'énergie, les bureaux régénérants. Donc, pour en savoir plus, venez sur My Happy Job pour trouver. Bureaux régénérants ? Exactement. Vous mettez de la glace, vous mettez de la chaleur, c'était quoi? Vous mettez des pierres Vous faites le plein d'énergie en venant voir vos collègues et en ayant des bureaux qui vous donnent envie et pas, vous savez, les bureaux repoussoirs où on n'a plus envie de venir. Et là, vous soulevez un sujet qu'on évoque souvent, c'est-à-dire on l'avait d'ailleurs hier sur notre plateau, on refait l'organisation de l'espace. C'est de ça dont il est question. Exactement, tout à fait. L'entreprise comme presque un lieu de vie convivial, ça aussi c'est une petite révolution. Et oui, et ça fait du bien, je trouve, justement d'avoir ces changements qui sont devenus et deviennent de plus en plus le quotidien pour beaucoup. Merci Fabienne Boucaré d'être venue nous rendre visite. À très bientôt. Puis écoutez, évidemment, préparez-vous dès 7h, 7h30 à recevoir les informations de My Happy Job by Moodwork. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, on fait une petite pause. Là, dans l'entreprise, quand on n'est plus en télétravail, on fait la petite pause café avec ses collègues. Là, on va la faire avec Fanny Griesmer. Bonjour Fanny. Bonjour Arnaud. Comment ça va? Très bien, et vous? Alors déjà, vous étiez à l'heure pour arriver sur ce plateau. C'est quand même, ils êtes toujours très ponctuels. Jamais vous n'avez manqué le rendez-vous. On parle on l'aura compris, du retard au travail. Et moi, je vous sortais cette petite phrase du général de Gaulle, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Ouais. Il faut la médier. J'en ai une autre. Chacun le retard, c'est la politesse des artistes, c'est ce qu'on dit. Bon, par contre, au travail, globalement, être fâché avec la ponctualité n'a absolument rien d'une règle de savoir-vivre, bien au contraire de la perception du dit retard aux ruses que l'on peut mettre en place pour arriver au bureau, bien comme si de rien n'était. Vous allez le voir, tout est une question de timing. Alors la ponctualité au travail, Fanny, il faut le dire, tout est relatif. Eh oui, quelle différence, c'est vrai. Posons la différence. Différence entre le fait d'être en retard ou d'être presque à l'heure. Eh bien finalement, pas grand-chose, si ce n'est une question de perception. Elle est propre à chacun, mais elle est aussi culturelle. C'est un petit détail qui peut avoir beaucoup d'importance dans le cadre d'une expatriation ou d'activités réalisées à l'international. Ne soyez pas étonnés de voir un Suisse offusqué par une toute petite minute de retard quand votre interlocuteur malaisien, lui ne l'aura même pas remarqué puisqu'il sera lui-même en retard d'au moins 1 heure et que ça ne lui posera absolument pas le moindre souci puisque dans son pays, la pratique est absolument normale. Erin Meyer, qui est professeur en management interculturel à l'Institut européen d'administration et des affaires, a établi un classement, d'une part, les bons élèves, d'autre part, les mauvais élèves en matière de ponctualité. Alors, sans surprise, c'est l'Allemagne qui prend la tête du classement des bons élèves, suivi de très près par la Suisse. Bon, pas de surprise du tout là-dessus. Oui, l'horloge, une bonne montre sur son poignet. Eh oui. En 3e position, le Japon. On retrouve ensuite la Suède. Et bon dernier, les Pays-Bas. Alors, je vous laisse découvrir le classement inverse. On va distribuer le bonnet d'âne. Champion des retards, c'est l'Arabie Saoudite, talonné de près par l'Inde. On retrouve ensuite le Nigeria,
le Kenya et la Chine. Et je trouve ça assez surprenant pour la Chine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Arnaud. Écoutez, je suis extrêmement surpris. Je vais méditer cette. On travaille beaucoup, donc on essaye peut-être de grappiller quelques minutes. Question de culture, question de rapport au temps. Et la France, parce qu'on parle du quart d'heure parisien quand on est en retard. On parle du. Je ne le pratique pas. Écoutez, je vais m'y mettre. Ce qui est le temps de se garer. On imagine que la France, on prend facilement nos aises. Pas du tout. On serait plutôt assez mal à l'aise, bien au contraire avec le retard. D'après un sondage réalisé par OpinionWay pour Monster, 63% des salariés interrogés affirment arriver tous les jours à l'heure au bureau. Alors mauvaise foi ou pas, il s'agirait d'une question avant tout de respect vis-à-vis de leurs collègues. 26% confessent des retards occasionnels qu'ils imputent essentiellement à des problèmes de transport. 2% seulement avouent des retards répétés et ils les assument largement. Pourquoi ? Parce que leurs collègues font pareil. Puis remords ou conscience professionnelle, qui sait ? Eh bien 8% des retardataires compensent le soir en restant plus tard au bureau. Oui, ça c'est un grand classique, le présentéisme, ça agace tout le monde quand même. Vous savez quel est le délai moyen de retard qu'on accepte ? On l'estime à 15 minutes dans la vie privée. Vous voyez qu'on y vient à notre quart d'heure. 5 minutes seulement dans la vie professionnelle. C'est ça. C'est peu, hein. Oui, parce qu'arriver au travail avec du retard, même plus largement dans un cadre professionnel, c'est plutôt mal vu. Ça peut vous coûter cher lors d'un entretien, notamment. Dans une étude menée par LinkedIn en septembre 2017, 55% des recruteurs indiquent ne pas avoir retenu un candidat pour son manque de ponctualité. Donc voilà, le coup près qui tombe. Ça agace tout le monde de toute façon un retard, qu'il soit d'un quart d'heure ou de 5 minutes dans l'entreprise. Le moindre retard, à commencer par le recruteur qui le verra d'un très mauvais œil, surtout quand vous ne vous excusez pas pour le retard, parce que ça arrive. Outre le manque de politesse et de respect, ce que le recruteur ou futur manager verra, c'est votre manque d'organisation, de fiabilité, une future source de stress pour l'entreprise. Vous êtes cet élément brouillon qui n'arrivera pas à tenir les deadlines, qui finira par agacer ses collègues, ceux qui font l'effort d'être à l'heure et ceux que tout le monde, vous serez celui en tout cas que tout le monde attendra encore et toujours. Alors c'est pas systématiquement pathologique le retard, ça peut arriver, ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, jamais. Absolument tout le monde. Jamais. Même si ça vous est déjà arrivé. Bon, en tout cas quand ça vous arrive, généralement on se fait tout petit, on essaye de le justifier, on peut essayer de tenter par un moyen subterfuge de passer entre les mailles du filet. Et en la matière, certains ont développé des astuces assez malines. On va les découvrir ensemble. Première astuce. La première astuce ? Vous la connaissez. Je sais qu'on en a parlé hier. On pose la veste sur le bureau et on fait croire qu'on est au bureau. Exactement. C'est ça. Eh oui, l'astuce du pull, de la veste, ce que vous voulez. Elle est connue. Voilà. Votre poste de travail n'attirera pas tous les regards. On pensera que vous êtes arrivé très tôt, que vous êtes consciencieux, que vous êtes peut-être déjà à une réunion dans l'open space. L'astuce numéro 2, gardez un fond de café dans votre mug. Oui, rien ne ressemble plus à du café chaud qu'un vieux café froid. Il fume plus. Il fume plus. Non, il fume plus, mais bon, il faut avoir l'œil dessus. Astuce numéro 3, très maline, elle aussi. Venez comme vous êtes, les mains dans les poches. Eh bien oui, si vous venez sans sac, sans manteau, on ne sait pas du tout d'où vous venez, de la machine à café ou de chez vous. Astuce numéro 4, très Sauf importante. hiver, Fanny, je m'autorise. Sinon, vous mettez un gros pull, je ne sais pas. C'est compliqué, quand il neige, on arrive en veste. L'astuce numéro 4, vous n'éteignez jamais votre ordinateur. C'est l'erreur du retardataire débutant. Pourquoi ? Parce que, déjà, globalement, si on voit votre poste éteint, globalement, c'est que vous êtes en retard et que vous n'êtes pas encore arrivé. Mais c'est sans compter les 10 minutes pour allumer la machine. Et là, ça trahira à coup sûr votre retard. On le voyait à l'écran un petit peu plus tôt. Les astuces invoquées par ceux qui sont en retard, assez classiques. Globalement, c'est les conditions météorologiques. On n'est pas à l'abri d'une petite averse. Ça glissait. Et aussi les enfants. Oui, alors là, il faut être à bonne saison. Choisissez bien votre justification. Les enfants à amener à l'école, peut-être l'embouteillage devant le portail, je ne sais pas. Emmener donc les enfants à l'école. Ensuite, les problèmes dans les transports en commun, très classique aussi, ça arrive assez fréquemment, on ne va pas se le cacher. Le manque de sommeil, la fameuse panne de réveil. Et la bonne excuse, celle qui est systématiquement avancée, quasiment, ce sont les bouchons. Et oui, la circulation, vous êtes bloqué sur le périph' ou je ne sais où. Mais quand on est dans le Cantal, ça ne marche pas, quoi. Voilà. La météo, ça marche peut-être plus. Oui, alors je suis d'accord. En fait, il faut bien choisir son truc en fonction du lieu où on est. Parce que si on est en plein été, on ne peut pas dire que ça a gelé sur la route. Voilà. Alors, justification et astuce qui fonctionnent à condition de ne pas avoir de pointeuse. Et oui, la fameuse
pointeuse, celle qui ne manque pas. Enfin, elle manque maintenant, peut-être dans certaines entreprises. En tout cas, elle ne ment pas. Dans une récente étude menée par Chronos, c'est ce fournisseur de solutions de gestion des effectifs, eh bien, un tiers des salariés français qui doivent pointer ou badger, il y en a encore, hein, eh bien, ils admettent avoir déjà fraudé. 2 techniques à retenir. La première, celle du pointage confraternel. Bah, c'est simple, vous faites pointer par un collègue qui va terminer plus tard. Donc voilà, vous grappillez quelques minutes en fin de journée. La seconde, tout aussi maligne, le pointage dit digestif. Oui, vous allez déjeuner, vous oubliez de pointer. Donc finalement, votre pause déjeuner est comptée dans vos heures de travail. Et là, très simple, hein, très pratique. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, bah là, on suit effectivement l'une des premières études. C'est pas un sport typiquement français, la fraude à la machine de pointage, mais pratiqué dans le monde entier. Les champions dans la catégorie, l'Inde, 73% des Indiens ont déjà fraudé, en tout cas ceux qui badgent, et les Chinois, 72%. Finalement, on retourne un petit peu sur notre classement des pays mauvais élèves en termes de ponctualité au travail. Les Chinois ne sont pas aux 35 heures. Qu'est-ce qu'on risque vraiment? Bah oui, on risque gros. Eh oui, le retard, c'est mal. Hein. Ça peut vous coûter très, 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 très cher. Si beaucoup de managers, c'est vrai, ont tendance à fermer les yeux sur des retards, des petits retards généralement. Dans les faits, les retardataires compulsifs jouent avec le feu. Alors quand il s'agit d'un événement dit extraordinaire, type conditions météorologiques, intempéries assez violentes, hein, ou perturbations dans les transports en commun. Globalement, ils sont excusés de fait. Mais quand il s'agit de retards répétés sans raison solide, vous pouvez faire clairement l'objet d'un avertissement, d'une sanction, comme la retenue sur salaire, par exemple. Mais ça peut aller également jusqu'au licenciement et pour faute grave, de quoi faire réfléchir très sérieusement à votre petit souci de ponctualité, hein, et vous dire enfin que peut-être l'heure c'est l'heure. Et pour conclure, Fanny, le télétravail, c'est un on y peu plus revient, dérégulé. Hein. Mais oui, alors ça a rebattu de nombreuses cartes et on imagine logiquement qu'il a aussi peut-être remis les pendules à l'heure. Quand on est en télétravail, on n'a pas de problème de transport, le trajet domicile-travail est assez réduit, hein. Il suffit de passer de votre chambre à coucher au salon, pas de retard au bureau, vous y êtes déjà. Alors le télétravail nous rend-il forcément plus ponctuel? Bien, pas forcément. Hein. Le travail à la maison ne nous préserve pas des pannes de réveil, c'est une chose, ni des problèmes de connexion, ces problèmes de réseau, ces défaillances techniques qui sont devenues finalement l'excuse facile, incontournable pour justifier le moindre retard lors d'une visio. Un retard que vous justifiez la tête haute, oui, parce que finalement ça se voit quand même moins globalement. Et ce que vos collègues n'imaginent pas, c'est que vous êtes peut-être à moitié habillé derrière l'écran de votre ordinateur. Pratique. Vous savez, là, le combo chemise en haut, bas en bas, et quels sont. Bon, en tout cas, les retards, il faut être vigilant, il faut essayer. Soyez vigilant. Voilà, moi, j'aime bien être. C'est respectueux pour les autres. Et puis même, c'est assez juste ce que vous disiez par rapport au général de Gaulle. L'idée, c'est d'avoir quand même quelques petites minutes d'avance. Bien sûr, il faut toujours respecter le général de Gaulle. Merci Fanny d'être venue nous éclairer sur ce retard et toutes ces petites subtilités, petites astuces. Là, on change totalement de sujet. On va s'intéresser aux néo-ruraux dans le débat, dans le cercle RH. Alors, néo-ruraux, c'est pas uniquement ceux qui sont partis avec un bleu de travail et un tracteur dans les champs, c'est aussi ceux qui ont quitté leur métier pour cultiver, mais en ville aussi, puisqu'il y a évidemment des fermes urbaines. On va en parler. En tout cas, c'est un changement de vie pour ces femmes et ces hommes qui passent parfois de l'ordinateur à la semence et au tracteur. On en parle juste après cette pause. Le cercle RH, notre débat quotidien, on les appelle les néo-ruraux. On va vous expliquer évidemment ce qu'est cette définition de néo-ruraux. Qui sont-ils? À quoi rêvent-ils? Pourquoi ont-ils décidé de changer de vie et de faire de l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture saine, sans pesticides, sans intrants, pour que, à la fois, les gens à la campagne puissent manger sainement, c'est une évidence, mais aussi, on va le voir dans quelques instants, les urbains, qu'on puisse avoir des salades qui ont été faites à 200 mètres, sur un toit, ça se fait de plus en plus. Je pense aux Galeries Lafayette qui ont mis des ruches, qui ont posé des fraises, des framboisiers, pour que l'agriculture soit aussi dans les villes. On en parle avec des acteurs. Alors, ils ont changé de vie, je vais vous les présenter, évidemment, pas tous. D'abord, Thibaut Weber, vous êtes directeur des partenariats de Matrice, alors qui est un peu la tour de contrôle de formation. Vous ne faites pas que de la formation en agriculture ou agroécologie.
Là, j'ai vu que sur votre site, il y avait une formation de 4 mois, 300 heures délivrées à ceux qui un jour disent je pose l'ordi et puis je vais me consacrer à l'agroécologie. On va en parler avec vous dans quelques instants. À vos côtés, Michael Demezet, bonjour. Vous êtes fondateur du projet Vivante avec un S, première ferme régénérative en Bretagne, du côté de Saint-Malo, vous me disiez. Et là, vous êtes en train, la tête dans les chiffres, avec les notaires, avec les banques, pour monter le projet qui va se monter et qui va exister. Vous nous expliquerez, parce que vous êtes designer philosophe. Donc ça, c'est pas à la base. Ouais. Mais dans quelques mois, vous serez un paysan. Vous dites paysan, vous, hein? Ouais, paysan, c'est un des plus beaux mots de la langue française. Je suis d'accord, non, mais ce mot avait un peu disparu, vous savez, du vocabulaire. On disait agriculteur, on disait, voilà. Et puis, face à vous, je crois que vous vous connaissez, Grégory Shepard. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes fondateur du projet Ma Salade à Toi, et vous faites partie de ceux qui ne vont pas aller habiter à 800 km de Paris, mais dans l'agglomération, à Paris peut-être, d'avoir développé finalement des fermes urbaines. C'est bien ça votre projet? Tout à fait. Et vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous êtes passés par la formation de Matrice. On est d'accord? Je ne dis pas de bêtises. Oui. Même promo, vous faites partie des alumni de Matrice. Même promo. Ça. Donc vous avez été assis pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pour apprendre. Question simple, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu passer du métier, je crois, de caméraman, de JRI, vous êtes passé par la télévision, pour prendre les rênes de ce projet de Ma Salade à Toi? On va dire une réflexion qui aujourd'hui est de plus en plus répandue et classique, mais sur l'avenir de nos vies, l'avenir de notre société, l'avenir de notre planète. Mais j'ai envie de dire aussi, parce que vous parlez de ma vie d'avant en télévision et en reportage. Vous n'êtes pas dépaysé ici, quoi, en fait. Hein. Voilà. C'est aussi l'envie de... j'ai beaucoup filmé des gens qui faisaient des choses, et j'avais envie de faire des choses moi-même. Ça, je dis ça assez souvent et on comprend bien de quoi on parle. Et donc voilà, c'est vraiment l'idée de prendre les choses en main, quoi. Exactement. C'est ça, plus le raconter, mais de le faire vous-même, avec une ferme. Et je vais donner la parole à votre collègue alumni de promo. Elle sera où? Ça se passe comment? Parce qu'une fois que vous avez fait la formation, il faut quand même trouver des fonds, il faut organiser des lieux, il faut trouver les bons espaces, il faut des outils, il faut du matériel, il faut des plans. Vous montez une boîte, quoi, une entreprise, là. Ça sera où d'abord? Alors pour l'instant, je ne sais pas encore. Je suis en recherche de lieu. Ça, c'est important. Oui, je cherche un lieu qui est assez grand quand même pour une zone urbaine. Je cherche dans les 5000 m². Donc voilà, c'est un processus qui est relativement long de pouvoir trouver le lieu qui est vraiment adapté et qui, moi, mon objectif, c'est d'être en urbain, donc vraiment dans une zone dense où je peux aller chercher le client, le consommateur au pied de la porte. Pour faire pousser pas que de la salade, parce que vous avez donné un nom un peu sympa à Ma Salade à Toi, mais qu'est-ce qu'on y fait pousser là sur vos fermes? Alors on y fait pousser tout. Pas tout, on va pas faire un champ de blé sur un toit, mais tout ce qui est possible de faire pousser sur un toit pour pouvoir préparer par la suite des salades composées, des récolter le matin même. Et de les donner aux restaurants. Et de les donner aux entreprises, aux restaurants, aux écoles d'ailleurs. Écoles, voilà, tous les gens qui pourraient avoir envie de consommer une salade vraiment fraîche. Même question, et après je vais vous donner la parole, parce que ces formations, je suis persuadé que vous refusez du monde parce que les gens se bousculent au portillon, si j'ai bien compris. Votre parcours, parce que vous m'avez dit, à l'origine, philosophe, designer, mais à l'origine, vous l'avez fait 20 ans quand même, ce métier. Donc vous ne l'avez pas fait qu'un jour, et puis un jour, vous avez basculé pour devenir paysan. C'était quoi, un rêve qui était en gestation? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit pour que vous mutiez et que vous le fassiez vraiment? Moi, je suis breton d'origine déjà, donc j'ai passé ma jeunesse au bord de la mer, ma jeunesse à la campagne, donc c'est des environnements que je connais très bien, que j'ai vu évoluer, pas forcément dans le bon sens, donc c'est déjà quelque chose qui m'est venu à l'oreille et aux yeux, qu'il y avait des anomalités ou quelques excès de certaines pratiques. La Bretagne s'est pointée du doigt pour ses cultures intensives et son agroalimentaire. Malheureusement, alors qu'elle est dotée de richesses extraordinaires. Donc, de fil en aiguille, à la fois dans mon métier, de plus en plus, à l'époque, j'ai proposé des solutions où on allait traiter avec des matériaux sains, naturels, et des pratiques qui étaient plutôt celles du upcycling, du recyclage, etc. Et puis après, je me suis dit, on va pas assez loin, on va pas assez fort dans le changement. Donc, qu'est-ce qui me donnerait envie de me lever tous les matins avec une intention vraiment forte? C'était vraiment d'aller au contact de la nature, travailler avec la nature et pour la nature. Vous allez faire quoi? Parce que si j'ai bien compris, il y a du thé, il y a des fleurs, c'est un panel très large de ce que vous allez produire. Oui, alors Vivante, je le fais avec Lucas, qui est aussi un de nos associés de l'école. C'est un petit groupe, en fait, vous vous connaissez tous, quoi. Donc nous, la ferme, elle aura pour ambition d'être référent thé,
biologique en Europe dans les 5 à 10 prochaines années. Le thé poussera bien en Bretagne. Ouais, c'est un des deux terroirs les plus favorables avec les Pyrénées Atlantiques en Europe. À cause de l'humidité, les embruns. Les conditions de sol et les conditions de climat. Génial. Qui, avec le changement, on peut tirer, on peut aller chercher des opportunités dans le changement climatique. C'est pas forcément une catastrophe en permanence. Des fleurs. Des fleurs aussi, voilà, et des médicinales. Et après, on est en train de chercher tous les coproduits qui vont pouvoir se développer à partir de là. Mais le cœur du sujet, ça va d'abord être le thé. Le thé et les médicinales, où j'ai vu que la région d'Angers était devenue un peu leader d'un certain nombre de produits en médicinal pour sa douceur, pour son climat. Votre formation, parce que Matrice ne fait pas que cela, mais là en l'occurrence vous venez nous parler de cette formation en particulier, est-ce que vous constatez un engouement, un désir de plus en plus fort, parce qu'on en parle, parce qu'il y a des prises de conscience, parce qu'il y a eu le Covid, et que certaines personnes se sont dit basta quoi, il faut vraiment que j'y aille? Alors d'abord, Matrice n'est pas forcément un acteur évident sur le secteur. Ouais. On est plutôt reconnu comme un acteur du numérique et de l'entrepreneuriat. Et pourtant, Matrice qui fait de la formation au métier de la tech, qui fait de l'incubation, qui fait de l'innovation, qui fait de la valorisation de la recherche, il y a deux notions qui sont très très fortes chez nous. C'est l'entrepreneuriat, le fait d'accompagner des projets, et puis l'impact. Et c'est ce qui un peu nous a poussé avec le Covid comme déclencheur. Les deux se marient là avec ces projets. Hein. Exactement. Ils sont entrepreneurs et ils ont de l'impact. Exactement, parce que vous l'avez cité, ils montent une boîte. C'est-à-dire qu'ils ont avant tout un projet agricole, mais ils montent une entreprise. Il faut le financer, il faut... Et bien avant Matrice, beaucoup d'acteurs du milieu agricole, pas forcément que en agroécologie, reconnaissaient que la dimension économique du projet était parfois un élément qui manquait beaucoup et que beaucoup de formations actuelles forment beaucoup à la compétence agricole et très très peu à la dimension entrepreneuriale. Et nous, on a décidé de prendre à bras-le-corps ce sujet-là en développant la formation Vous mariez les deux, quoi. Vous leur expliquez comment monter sa boîte et pas se casser la figure au bout de 6 mois. On leur explique pas comment monter leur boîte, on les accompagne dans le développement de leur projet. Ça veut dire que tous les deux, là, je ne sais pas où vous en êtes dans votre développement, mais qui a l'air très avancé, vous avez été accompagnés dans les étapes de création de la boîte, on est d'accord? Tout à fait. Ouais. Business plan, étude de marché, tout ce genre d'outils indispensables pour pouvoir aller chercher ensuite des financements, créer l'entreprise, etc. On a travaillé ça grâce aux accompagnants de Matrice. Vous cherchez du foncier urbain qui ressemble un peu à un défi. C'est-à-dire que vous allez réussir, j'en suis sûr, mais c'est compliqué de trouver 5000 mètres carrés, il faut trouver des parkings abandonnés. Enfin, j'imagine que vous faites de la prospection, peut-être plus facile pour vous dans le foncier ou pas? Non. Vous voyez, voilà. Non, vous, c'est de la pleine terre, hein, vous aurez un peu de gadou sur les chaussures. Non, mais c'est une gageure, tout le monde le sait au départ. C'est une galère. C'est compliqué, et puis c'est un combat. Ça va être ça. Bon, je touche du bois, j'espère que ça va aboutir assez vite, mais c'est compliqué. Parce qu'il y a les pratiques anciennes, il y a des fédérations qu'on connaît, qu'on n'est pas obligé de nommer, mais voilà, qui eux avancent à grands pas, veulent s'étendre. Et là, on est plus sur des modèles, nous, de micro-fermes régénératives. 5 à 10 hectares pour le thé, c'est ça? Ouais, 10 hectares, 10-15 hectares. Après, si on veut aussi planter de la forêt. C'est pas des grandes surfaces, c'est pas des latifundia, quoi. Hein. Non, après, nous, on est sur un modèle où c'est artisanal, c'est manuel, il n'y a pas de produits chimiques. Ouais. Donc déjà, 10 hectares, c'est beaucoup. Ah oui, c'est gros. Quand on le fait à la main, c'est beaucoup, ouais. Mais on est aussi dans un modèle d'agriculture nouvelle où on a d'abord pensé le modèle dans la question de la viabilité économique, la justice sociale du projet et puis les services écosystémiques courants. Et à partir du moment où on se dit sur cette surface-là, c'est viable, ok, on peut peut-être y aller. Donc vous êtes parti d'une réflexion, d'un business model, d'un projet économique, mais qui effectivement a de l'impact. En termes d'emploi, puisqu'on a une émission qui parle d'emploi, alors j'imagine que là vous êtes en train de vous débrouiller seul, parce que c'est compliqué, mais là vous allez créer des emplois si vous développez. Ouais, nous on est sur une roadmap à 5 ans, il y aura une quinzaine de personnes empochées. D'accord. Il y a un vrai besoin. Il y a un besoin, oui. Au-delà des intuitions ou des ambitions de néo-ruraux ou de gens qui amènent la campagne à la ville, il y a un vrai besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un tiers des agriculteurs ont plus de 55 ans. C'est vrai. Et pour 3 départs, il n'y a qu'une installation. Donc il y a un besoin structurel. Les enfants prennent de moins en moins. Hein. Quand on parle, et même les enfants qui reprennent n'ont pas envie de reprendre comme leurs parents géraient leur domaine ou leur élevage ou leur projet agricole. C'est vraiment tous ces enjeux-là qu'on souhaite traiter dans cette formation. Juste un mot sur ceux qui poussent la porte de Matrice. Alors on l'a bien compris, hein, c'est très large vos formations. Il y a un petit casting. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils poussent la porte? Parce qu'il y a tous les profils. Là on a quelqu'un qui vient de l'audiovisuel, vous êtes du design, vous aviez des prises de conscience. C'est qui les profils de ces fameux néo-ruraux? Il y a quoi? Il y a des femmes, il y a des hommes, c'est mix. Comment ça se passe? Oui, je dirais que ces profils sont plutôt divers. C'est des hommes, c'est des femmes qui viennent de l'Île-de-France, mais de partout en France. Des On a cadres aussi une collègue des Vosges.
Plutôt des professions, plutôt des reconversions. Pas mal de reconversions pour cette première promotion, mais on est en contact avec d'autres projets de lab, de ferme lab qui se montent ça et là, dans le sud-ouest, dans le sud, où là on pourrait aussi imaginer davantage de transition, c'est-à-dire de reconversion, plus d'un domaine agricole sur la base de gens qui étaient dans de l'agriculture plus classique. Parenthèse, les gens qui poussent la porte, certains sont quand même aguerris aux questions économiques. Il y a quand même des gens qui ont vécu dans l'entreprise. Enfin, je veux dire, c'est pas totalement éloigné. Il y a quand même besoin d'une formation, excusez-moi de basculer, de faire le contre-champ, mais d'agro, enfin, c'est-à-dire vos plants de salade, le terreau, la terre, les épaisseurs, enfin, d'autant pour vous, puisque vous n'êtes pas en pleine terre, on est bien d'accord. Oui. Donc ça demande une technique un peu différente. Oui. Alors moi, je suis passé par une formation agricole pendant 9 mois. En plus. En préalable. D'accord. Par rapport à la formation matrice. Et vous l'avez prolongé par matrice. Et je l'ai prolongé et ça a été très intéressant aussi au niveau agroécologique, pas seulement au niveau entrepreneurial. Voilà, parce qu'on a été accompagné par des gens qui font ça et travailler sur un projet concret. Tout en étant accompagné par sur le côté entrepreneurial et sur le côté agroécologique, mais voilà, ça permet de construire un projet solide, quoi. Donc là, vous avez géré la double compétence et les armes pour pouvoir lancer votre production. Voilà. Là, le délai que vous vous êtes donné, parce que c'est quand même pas rien, il faut mettre le costume, se coiffer, mettre un peu de parfum et aller voir les banquiers. Ça se passe comment, ça? C'est cette partie-là de votre nouveau métier? On va dire que pour moi, enfin pour Michael aussi, tout part du foncier, quoi. Tout part du terrain. Ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Là, vous êtes en prospection, vous êtes en recherche, vous avez des contacts. Comment ça se passe? C'est appel à projet. Là, c'est vraiment appel à projet, ou alors aller voir des bailleurs, se positionner sur la construction d'un nouvel immeuble pour dire voilà, moi j'arrive avec ce projet-là, est-ce que ça vous intéresse? Ça, c'est intéressant. Voilà. À la construction. Ils réfléchissent. C'est quelque chose qui est hyper important pour pouvoir développer l'agriculture urbaine, c'est que tous les nouveaux projets immobiliers intègrent cet aspect dans la construction. Il y avait un petit côté, je m'autorise, quand on dit agroécologie, ça vient vraiment s'opposer aux agriculteurs qu'on voit avec des énormes engins qui ont des centaines d'hectares pour certains, pour ne pas dire des milliers, et qui vont travailler sur du grand volume. Il faut faire cohabiter les deux, ou vous dites aujourd'hui que c'est vous qui allez gagner la partie et qui allez pouvoir nourrir la planète? Parce qu'il y a un vrai débat sur cette question. Certains disent non, c'est pas possible, il faut des modèles un petit peu comme ça, naturels, mais on n'échappera pas au grand modèle latifundien. Moi, j'ai eu la chance de faire une petite discussion dans une saison qui s'appelle Demain est dans le pré. C'était il y a quelques mois sur le sujet. C'est pas l'amour est dans le pré, vous me rassurez. Hein. Alors non. Non, c'était pas cette émission. Demain est dans le pré. Ouais. C'est ça. Non, et en fait, l'idée, c'était de savoir si la terre était un commun. Donc les communs, c'est l'eau, l'air et la terre, on est bien d'accord. Bon, il se trouve que l'agriculture intensive et conventionnelle considère que la terre lui appartient d'une certaine façon. Ils respectent leur modèle de fonctionnement. Et se targuent d'être les seuls à pouvoir nourrir l'ensemble des personnes en France, en tout cas, et en Europe. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'études de menées, à la fois par l'INRA et d'autres services très avancés qui indiquent que si on convertissait demain 1,5 million d'agriculteurs à l'agroécologie sur des micro-fermes, on pourrait répondre à ces Donc besoins. Vous dites c'est possible à travers des études scientifiques. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de nouveaux arrivants et qu'aussi on arrive à démontrer que c'est pas le métier que et qu'il y a un modèle économique, parce qu'il faut donner envie aussi à ceux qui disent ça me tente, mais il faut qu'ils puissent en vivre. Enfin, je veux dire, c'est quand même le débat. Alors, ça reste un métier d'engagement, de présence avec du temps, mais aujourd'hui, il y a plein d'exemples qui fonctionnent et qui sont hyper positifs. Il faut pas non plus opposer de manière trop frontale, les agriculteurs en conventionnel aux... Ils vous regardent bizarrement quand même, hein, certains. Oui, sûrement. Ces zozos qui arrivent de Paris, là, sûrement, qui avaient des métiers, parce qu'objectivement... Et je les comprends parce que c'est eux qui sont dans ce métier-là et sur la Terre depuis des années et des années. Et voilà, et je pense que moi, je jette la pierre à personne. J'ai envie qu'on aille vers plus d'agroécologie, j'ai envie que tout le monde y aille, j'ai envie que les gens qui sont conventionnels
et eux aussi envie d'aller vers moins de pesticides, il faut les emmener, il faut qu'on y aille tous ensemble. C'est pas les uns contre les autres. Eux, ils travaillent comme ils travaillent aujourd'hui parce qu'on les a incités à le faire durant des années, des décennies. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut construire vraiment tous ensemble. L'agriculture extensive à partir des années 60 où il fallait nourrir, développer, mais sauf qu'on en voit aujourd'hui les limites par les pollutions, par un certain nombre de maladies induites. Mais justement, vous parlez du fait de montrer que c'est possible en renforçant cette dimension de projet, cette dimension entrepreneuriale, le fait de calculer, d'être accompagné dans le calcul de la définition de l'identité de son produit, mais aussi de son juste coût, donc du prix. C'est la manière qu'on a donnée à cette formation et donc aux projets qui en sortent, de pouvoir montrer qu'ils sont viables et de peser dans ce débat-là. Nous, on ne va pas développer un discours à la noix de start-upers disant il faut tout disrupter, l'agriculture est un secteur à disrupter. Effectivement, oui, c'est un secteur dans lequel, aujourd'hui, la Bretagne est un bon exemple, il y a des acteurs en place. Nous, ce qu'on veut être, gros acteurs on n'a pas la prétention tout seul de révolutionner l'agriculture. Par contre, on a la prétention de proposer à ceux qui voient bien qu'il y a un modèle qui est à bout de souffle, de pouvoir gérer cette transition et de l'accompagner parce que c'est possible, parce que c'est viable. Mais il y a un petit côté chez ceux à qui vous proposez cette formation qui est payante. C'est ça, selon ses droits à la formation, on peut bénéficier du CPF, c'est ça, il y a le CPF qui permet de pouvoir abonder. C'est de zéro, selon les droits à la formation qu'on en a ou des droits dont on bénéficie avec Pôle emploi, jusqu'à 2 500 €. C'est ça. C'est quand même des gens un peu militants. Vous avez un échange avec eux quand ils poussent la porte de l'école, vous échangez. Il y en a qui arrêtent en cours de route parce qu'en fait, finalement, ils ont rêvé de cette vie et ils s'aperçoivent en fait que ça ne correspond pas réellement à ce qu'ils voulaient. Non, ça doit arriver ou tout le monde va au bout parce que dès le départ, les gens sont très motivés par cette transformation et par ce changement de vie. Ça peut arriver. Il y a eu assez peu de déperditions sur cette première promotion. Vos collègues, vous avez tous tenu? Tout le monde est engagé à 100%. Après, alors moi, je fais partie des rares cas à ne pas avoir encore fait la formation d'école d'agriculture des 9 mois qui sert justement de SAS, en fait. C'est vraiment l'endroit où, pendant 1 an à peu près, on met les mains dans la terre, on va sur le terrain, on voit ce que c'est le métier et ce qui permet d'arbitrer un choix dans un sens ou dans un autre. Je voulais poser la question. C'est pas une vue de l'esprit, quoi. Ouais, c'est pas que de la théorie et le business plan. Quand vous avez, parce que vous venez de l'audiovisuel, quand vous êtes retrouvé la première fois pour faire des stages, j'imagine qu'on va avoir un céréalier, on va avoir quelqu'un qui fait de la permaculture, j'imagine. Le choc est fort. Vous vous êtes dit, en fait, finalement, c'est pas pour moi, quoi. Je suis à l'humidité, les pieds dans la glaise, se lever archi-tôt, se coucher souvent tard, avoir des stress, parce que c'est quand même des stress. Vous vous êtes dit, après tout, je vais reprendre ma caméra. On est quand même prévenu à l'avance. Vous étiez prévenu? Oui, enfin, je veux dire, on se renseigne un petit peu, et puis même avant de faire une formation, c'est bien d'aller un petit peu faire du bénévolat, du woofing, rencontrer, parler un petit peu avec des gens, comme ça on sait où on met les pieds. Je pense que c'est un grand bonheur de mettre les mains dans la terre, c'est un grand bonheur de se lever tôt, c'est un grand bonheur de récolter les poireaux sous la pluie, dans la boue, et de plus être forcément tout le temps devant un ordinateur ou devant son téléphone en train de tweeter. Donc on récupère énormément de choses de vie et de vivant, quoi. Là, on a un de vos collègues, Mickaël, qui dit il y a 5 ans, moi j'aurai 15 emplois parce qu'il y a quand même une prospective, il faut quand même se projeter. Vous, c'est quoi votre prospective en termes de développement? 1, trouver le foncier, c'est-à-dire les espaces disponibles. 2, créer de l'emploi. Tout à fait. C'est quoi les étapes là, qui vous attendent? Alors, il y a trouver le foncier, trouver du financement nécessaire à l'implantation de cette ferme urbaine. Donc là, c'est les banques? C'est des banques, c'est des fonds d'investissement. C'est des fonds d'investissement. Ça, c'est quelque chose justement que aussi on a beaucoup travaillé avec Matrice, qui a un réseau. Et ça, c'est très important. Et justement, c'est là où, pour un projet en agroécologie, le côté entrepreneurial est fondamental. Donc voilà, je pense que ça, c'est une aide très précieuse. C'est important, comme l'air de rien, en termes même formels, de pouvoir, quand vous êtes face à des fonds qui vous demandent d'expliquer votre projet, il faut quand même être bien dans ses chaussures, quand même. Là. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà dans le processus. Enfin, il ne faut pas se rater, quoi. C'est un grand oral, quoi. On fait des pitchs. Hein. On fait des pitchs chez Matrice. Mais ça, je vais vous demander. Un grand oral à la fin. Il y a un grand oral, c'est qu'il faut quand même être capable de faire ce que vous faites, d'ailleurs. C'est une des grandes vertus de la formation Atterrir chez Matrice, c'est qu'on a été... d'abord, qui est très très large, avec une ouverture d'esprit assez complète sur l'ensemble des sujets, tant agronomiques, agroécologiques que sur la partie business. Et c'est vrai que moi, pour avoir fait déjà 2 ou 3 crash tests avec des investisseurs, il semble qu'on est vraiment
Donc très clair. Vous y êtes passé, hein, vous y êtes passé là. Moi, je suis en cours d'épreuve, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et juste, d'abord, vous racontez, il y a un storytelling pour dire, écoutez, moi j'étais designer philosophe, aujourd'hui je change de vie. Comment ça se passe vous le traitez ça dans votre pitch ou vous attaquez direct par le projet dans le dur pour dire ça rapportera tant, mon projet est ça? Ou est-ce que votre histoire, elle a du sens pour ceux qui vont investir? Moi j'ai l'impression que ça a du sens. Je pense que c'est quand même une aventure humaine. Évidemment. Voilà, en lien avec la nature. Donc effectivement, il faut dire d'où on vient. C'est quand même, je pense, toujours un peu mieux quand même. C'est évident. Et puis se dire aussi là où on va. Et après, effectivement, il y a une réalité financière qui apparaît très vite, mais l'histoire du projet, le fond de l'histoire. Il est lié à votre histoire aussi. Hein. Oui, absolument. Et puis il y a de plus en plus d'investisseurs ce qu'on dénomme aujourd'hui investisseurs fonds à impact et qui ont envie d'investir leur argent dans quelque chose qui fait une différence, et ça passe aussi par l'histoire humaine. Juste un mot, on ne l'a pas évoqué, vous serez donc ne serez pas en pleine terre, ça va sans dire, on va pas creuser le... Pourquoi pas, peut-être. Si jamais, ce sera en grande périphérie de Paris, oui, donc on ne sait jamais, pourquoi pas. En Seine-Saint-Denis, dans l'Oise, dans le Val-de-Marne, il y a de la terre. Mais imaginons dans un parking, vous allez travailler sur des hauteurs de bac, avec de la terre, on ne sera pas sur des pommes, en l'occurrence des tomates qui pousseront dans du coton, comme on le voit dans des fermes chinoises. Voilà, c'est juste qu'on y voit clair. La terre, mais je ne suis pas non plus fermé à des techniques un peu plus nouvelles, comme l'hydroponie par exemple. Voilà, je ne suis pas dogmatique sur la façon d'y arriver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer quelque chose qui est dans un centre urbain, de créer des circuits courts, très courts, d'être au pas de la porte du consommateur et d'amener l'agriculture dans la ville. Et un mot, les villes, les maires, les élus, comment ils vous regardent quand vous leur proposez c'est un concept qui n'est pas encore très développé, qui existe assez largement aux États-Unis, mais finalement assez peu en France. La plupart, pas tous, mais quand même la plupart, sont très très réceptifs. Faut pas se cacher que c'est quand même très à la mode aujourd'hui, l'agriculture urbaine, les projets d'agriculture dans la ville, le jardin partagé. Donc non, mais bon, c'est bien. C'est bien, je vois pas ça comme une concurrence, je vois ça comme une émulation positive. Mais il faut faire sortir le projet quand même. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, les pouvoirs publics sont très demandeurs de ce genre de projet aujourd'hui. Là, dans les formations que vous faites, vous allez accélérer, vous allez augmenter le nombre de candidats. Comment ça se passe? Est-ce que ça pousse là? Est-ce que vous sentez comme ça un engouement d'un certain nombre de salariés qui, en particulier à cause du Covid, puisque ça a été un événement souvent radical, se sont dit, ça y est, je me jette, je suis prêt. Ça fait des années que j'y pense et j'ai envie de mettre les mains dans la terre. Il y a cela. Il y a un engouement par rapport à ces aspirations-là. Et puis il y a aussi, et c'est ce qu'on souhaite faire également dans le futur, au-delà de la deuxième promotion d'Atterrir qui est prévue pour le 22, qui commencera le 22 février 2021. Donc les inscriptions sont ouvertes. Donc ça, c'est celle de 4 mois. Hein. Ça, c'est celle de 4 mois qui va commencer donc le 22 février. Il y a aussi pour nous la volonté de travailler avec des acteurs déjà implantés sur des territoires, dans le sud, dans le sud-ouest, je le disais, pour développer avec eux la reconversion ou les expériences plus locales et où on imaginerait atterrir comme un essaimage quelque part sur des territoires et dans lesquels, par exemple, on discute avec des acteurs du vin qui voient bien, là encore, qu'il y a un modèle qui est en difficulté et qui est à bout de souffle et qui aimerait bien repenser la question de la production vinicole et avec lesquels on serait heureux de travailler pour la récupération et la reprise en main de certains domaines. Si je peux, Grégory, petit mot aussi, c'est que la formation terminée, c'est pas ciao bye bye et du coup on est quand même encadré et soutenu par Matrice pour tout ce qui est nos démarches futures. Donc, et c'est le cas d'ailleurs aussi pour ma formation agricole précédente. Donc ça, on se sent soutenu. Voilà, je pense que c'est important. Un mot chacun. Est-ce que vous êtes non pas des salariés, des chefs d'entreprise, entrepreneurs heureux, ou est-ce que vous êtes un petit peu projeté dans l'angoisse là en ce moment? Moi, je suis heureux parce que je sais que j'ai fait le bon choix. Mais envie que ça aboutisse. Et je serai serein quand ça sera abouti. Ouais. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme dit la chanson. Vous êtes un homme heureux, la philosophie, le design, c'est bon, on est passé à autre chose? Je suis un homme heureux parce que je suis aligné entre mes valeurs, le sens que je veux donner à ma vie, et ma relation avec la nature qui, je pense, est ce qu'on doit préserver le plus aujourd'hui et dans l'urgence. Donc
Donc un jour, on fera des duplex de Bretagne, vous viendrez plus à Paris. Bienvenue, carrément. C'est ça l'idée, on viendra. Si les moyens sont avec nous, on viendra vous voir. Mais en tout cas, bientôt, vous quitterez Paris, la veste, et puis vous allez vraiment bosser dans votre... On peut être un. Enfin, pour faire le thé, je ne sais pas si vous êtes bien habillé pour faire le thé, là, quand même. Pour le boire, peut-être. Il y a des tenues élégantes pour la campagne aussi. Il y a des tenues élégantes, je suis d'accord. Ne caricaturons pas. Merci à vous, Thibaut Weber. Matrice, c'est à partir de février. Il reste de la place ou pas? Il reste de la place, les inscriptions sont ouvertes. Ouvertes. Prochaine promotion le 22 février 2021. Donc il y a encore le temps pour pousser la porte de l'école qui est dans le 15e, puis il y a un site internet évidemment qui est très détaillé. Venez nous poser plein de questions. Voilà. Le site internet est très clair. En tout cas, la fiche de présentation de la formation donne envie de... Moi qui aime mettre les mains dans la terre, c'est vrai que ça fait envie. Ouais, je vais essayer de me libérer 4 mois. Ça ne va pas être très très simple. Merci à vous trois de nous avoir éclairé sur vos passions et votre changement de vie. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Tout de suite, c'est évidemment Fenêtre sur l'emploi. Là aussi, tiens, on parle de reconversion. Alors pas du tout au niveau de l'agroécologie, non, au niveau de l'immobilier. Bah oui, c'est des métiers de reconversion. On quitte son boulot pour faire de l'immobilier, ça cartonne. On en parle avec justement la fondatrice de WeLoge. Fenêtre sur l'emploi, on quitte la terre, mais on parle de reconversion. Vous allez comprendre pourquoi avec Dominique de Saint-Laurent. Bonjour Dominique, fondatrice et CEO de WeLoge. On parle de reconversion, mais dans l'immobilier et pas seulement. On va parler de votre projet qui existe, qui est réel. L'entreprise est créée depuis 1 an. Ça fait 4 ans que l'entreprise est créée. Ça fait un an qu'on développe réellement en national. C'est ça. 85 collaborateurs, je ne dis pas de bêtises. Exactement. Avec une potentialité de recrutement. Exactement. Aujourd'hui, donc WeLoge, l'immobilier tout compris, on est un réseau de mandataires, un réseau national. Ce qu'on fait, c'est qu'on relook les biens pour les vendre le plus cher possible et dans les meilleurs délais. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette prestation de relooking, elle est offerte à nos clients. Donc on est les seuls aujourd'hui en France à proposer ce service. Exact. Ça change tout. Délai de vente moyen 45 jours, 100% de réussite sur la vente de nos biens en exclusivité et évidemment aller chercher la fourchette haute du prix. Je ne vais pas vous demander de faire le Stéphane Plaza, parce qu'il le fait sur une chaîne concurrente, une grande chaîne, mais l'idée quand même c'est que vos mandataires, ceux qui vont se déplacer chez le client, vont d'abord faire un premier diagnostic de surface. Absolument, c'est ce qu'on appelle l'audit de valorisation. Voilà, et puis ils vont lui dire ensuite, bilan, on s'assoit, on prend un café. On refait ou on ne refait pas. Exactement. Si vous voulez vendre au maximum, voilà ce qu'on préconise. Il y a des choses que vous allez faire vous, parce que quand il s'agit de travaux, de rafraîchissement, maintenant, le relooking, on le prend en charge, donc c'est gratuit pour nos clients. C'est quoi un relooking pour être concret? Un relooking, c'est en fait une nouvelle mise en ambiance. On va changer les mobiliers pour mettre du mobilier beaucoup plus adéquat, beaucoup plus actuel. On va mettre des éléments de décoration qui vont déclencher le coup de cœur. Ça peut être un plafonnier, ça peut être une applique. Ça peut être une applique, ça peut être redistribuer les meubles dans une pièce pour se rendre compte du volume de la pièce. Et ça fait toute la différence sur les résultats. Il faut savoir qu'il n'y a que 8% des gens qui arrivent à se projeter dans un bien vide ou trop personnalisé. Ça, c'est vrai. Quand on rentre dans une maison... Alors, c'est très compliqué parce qu'on peut rentrer dans une maison qui est déjà meublée et on trouve que tout ça est très, très moche et on n'a pas envie de l'acheter. Puis en même temps, quand on rentre dans une maison vide, c'est pareil, on est un peu perdu. Il n'y a pas de juste milieu. Quand même, les mandataires n'ont pas de formation en relooking. Vous prenez quoi, des prestataires, des designers? Exactement. Avec qui vous travaillez? Exactement. On aura sélectionné en amont des partenaires professionnels du homestaging. Donc souvent, on pense que le homestaging, c'est de faire des travaux. Pas du tout. C'est de la mise en ambiance. Et donc, chaque mandataire qui va intégrer WeLoge va pouvoir avoir à sa disposition des professionnels qui vont pouvoir l'accompagner dans la mise en ambiance du bien. Ça, c'est le volet, je dirais, votre package. Je parler d'un package. Et d'ailleurs, c'est original, c'est votre valeur ajoutée, parce que vous offrez ce relooking. On est d'accord qu'il n'est pas question de faire tomber le mur porteur. On est d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Que vos clients ne commencent pas à s'imaginer qu'ils vont avoir les travaux de la cuisine intégralement refaits par WeLoge. On est d'accord. Voilà, partons de cette base. Puis, vous recrutez parce que l'entreprise cartonne. Comment ça se passe là? Vous avez un maillage national? Comment vous développez? Aujourd'hui, on a 85 collaborateurs. On est présent dans plusieurs départements, 40 exactement. C'est pas assez. Parce qu'on a des demandes sur des secteurs où on n'a pas encore assez de monde. Aujourd'hui, on voudrait développer Bordeaux, Lyon, Paris, Nantes, Bayonne, Marseille, Cannes. Donc, il y a de quoi faire. L'avantage pour le mandataire, c'est qu'en fait, il a une vraie différence à proposer aux clients. L'avantage aussi, c'est de travailler en exclusivité. Ça change toute la donne quand on travaille dans l'immobilier. C'est vrai. C'est une sérénité, c'est un vrai service aux clients. Et l'avantage, c'est que finalement, le chiffre d'affaires, effectivement, il est beaucoup plus important. On parle de reconversion, mais c'est intéressant dans votre parcours parce que ça fait
plus de 10 ans que vous êtes dans l'immobilier, 13 ans. Mais auparavant, vous n'étiez pas dans l'immobilier. Vous avez basculé, vous aussi, vous avez changé de monde. Tout à fait. Qu'est-ce que ça a changé entre le avant et le après? D'aller chercher mes enfants à l'école. Alors, en fait, quand j'ai démarré dans l'immobilier, je n'étais pas encore maman, mais c'était une de mes motivations. Démarrer dans l'immobilier, c'est pouvoir gérer son temps aussi. Et donc, depuis, j'ai 2 enfants, 14 et 10 ans. Et ça a tout changé. Et puis, de toute façon, en termes de potentiel de chiffre d'affaires, il n'y a pas photo. Vous dites quoi à ceux qui nous regardent et qui se disent j'ai envie de changer un peu tout à l'heure, comme on le voyait dans l'agroécologie, c'est-à-dire je suis cadre, j'ai envie de mettre les mains dans la terre. Certains disent moi j'aimerais bien faire de l'immobilier parce que ça me plaît, parce que je suis libre. C'est quand même une belle reconversion, non? La première chose que j'ai envie de dire, c'est est-ce que vous aimez l'humain? Parce qu'en fait, il y a des gens qui se reconvertissent dans l'immobilier pas pour les bonnes raisons. Oui. En se disant je vais m'en mettre plein les fouilles pour parler un petit peu cru. Évidemment, on gagne bien sa vie, on gagne même bien au-delà de bien sa vie. Maintenant, il faut aimer les gens. Il faut aimer aider les gens, il faut aimer accompagner, il faut avoir vraiment cette fibre de dire que ce que je fais ce métier pour avant tout accompagner les gens, leur apporter une solution. C'est pour ça qu'on a des gens de la santé, par exemple, aujourd'hui qui nous rejoignent parce qu'avec la qualité, eh bien, ils se reconvertissent dans l'immobilier. Mais ils aiment les gens, en général? Absolument, ils aiment les gens. Et donc ensuite, évidemment, avoir envie de se lancer à son compte. Parce que quand on travaille en tant que mandataire, on est indépendant, on est son propre patron. L'avantage, c'est qu'on est accompagné par une structure comme WeLoge, où nous, on apporte vraiment tous les outils, l'accompagnement et les formations à nos mandataires. Et en exclusivité, on est d'accord? Et en exclusivité, ça, c'est important de le préciser. Absolument. Et puis avoir cette espèce d'énergie d'équipe qui va faire aussi la différence. Donc là, je parle spécialement de WeLoge, parce que ce n'est pas le cas dans tous les réseaux de mandataires. Ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir accompagner, former, fédérer, structurer les personnes qui nous rejoignent. Alors, Dominique de Saint-Laurent, une dernière question qui est plus globale par rapport à l'état du marché de l'immobilier. C'est compliqué, ça cartonne. Les prix ont flambé en province. Ils baissent tout doucement à Paris. Mais en province, j'imagine que vous ne savez plus où donner de la tête. En fait, on a 2 marchés. On a les marchés avec les biens qui ont un extérieur, une terrasse, un jardin. Donc là, évidemment, aujourd'hui, c'est très compliqué pour nous d'estimer le bien. On a souvent des estimations qui sont très larges. Maintenant, tous les biens sans extérieur, c'est l'inverse. On a beaucoup plus de mal. Et donc, c'est vraiment, il y a un marché à 2 vitesses avec, en effet, une forte demande pour tous les biens avec extérieur, maison et terrasse, appartement, terrasse. Et les biens qui n'ont pas d'extérieur, c'est plus ralenti. Aujourd'hui, dans certaines villes, on a pris 10%. C'est juste incroyable. Villes moyennes, c'est pas forcément les grandes villes. Bien sûr, c'est ça, parce qu'en fait, avec le télétravail, les gens ont revisité leur façon de faire. Mais vous les croisez, tous ces gens qui sont partis de Paris, qui partent à Angoulême, à Poitiers, parce que vous parliez de Bordeaux, mais il y a aussi des villes moyennes où le marché de l'immobilier est très porteur. Justement, sur les villes moyennes, on n'est pas assez présent en ce moment. Donc, avis aux personnes qui écoutent, si vous avez envie de vous reconvertir dans l'immobilier. C'est quoi les zones, là, pour donner un peu comme ça, pour resituer? Nantes, par exemple, on a quelqu'un sur Saint-Nazaire, mais tout autour de la Loire-Atlantique, il y a un énorme potentiel. Autour de Caen, on a quelqu'un sur Caen, 3 personnes. Maintenant, mais il y a encore du potentiel autour de Caen. Puis Poitiers, on en parlait tout à l'heure. Ville qui monte. En plus, il y a un TGV, si je ne m'abuse. Absolument. Donc, il y a du grain à moudre, comme on dit, dans l'immobilier. Et chez WeLoge, potentialité de mandataires, c'est combien? C'est une quinzaine, une vingtaine? Alors non, c'est au moins 100 mandataires. 100 mandataires? 100 mandataires, oui. Ah oui, il faudrait au moins recruter, c'est-à-dire qu'il faudrait doubler au moins l'année prochaine, oui, pour pouvoir vraiment faire bénéficier ce service au maximum de personnes, en fait. Donc c'est un travail titanesque. Oui. 100 mandataires, c'est pas rien. Oui. Mais quand on aime, on ne compte pas. Moi, personnellement, je suis passionnée, j'adore ça. Et puis, j'ai la chance d'avoir des personnes extra. Et puis, ça vous permet aussi de voir vos enfants le soir. Exactement. Ce qui n'était pas le cas avant. Exactement. Dans le métier que vous faisiez, qui était dans la restauration, me semble-t-il. C'est ça. Donc, vous avez retrouvé aussi un équilibre de vie en créant votre concept, votre entreprise WeLoge. Concept avec, non pas le home staging, mais le relooking, utilisons ce mot. C'est la même chose, de manière à que votre appartement ou votre maison... Un prêt de mobilier quand c'est nécessaire, les biens qui sont vides, on va les remeubler complètement. C'est assez bluffant, les avant-après, il faut les voir. Vous remeublez aussi dans les maisons vides. Oui, www.loge.com pour voir un peu ce qu'on fait. Merci Dominique de Saint-Laurent d'être venu nous rendre visite. Bon courage pour la suite de votre aventure. Merci. Et de ces fameux 100 mandataires, puisqu'il y a 100 mandataires, à recruter, à rencontrer pour travailler pour WeLoge. L'annonce a été lancée sur Smart Job. Merci, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci. L'émission est terminée. Je vous retrouve demain, évidemment. Je remercie toute l'équipe qui était évidemment en régie. Romain Luc à la réalisation, bien entendu. Alex pour le son. Je remercie Fanny Griesmer, évidemment, qui était à l'heure. Et puis je remercie Victoire pour l'accueil invité. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Je serai là demain, évidemment. Portez-vous bien, puis restez fidèles au programme de Smart Job. Bye bye, à demain.